Merci d'être sur la télévision. La Barre poursuit le journal de ce jour, mardi 10 juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec cette visite ce matin du ministre de l'économie, donc de la communication et des nouvelles technologies à l'école supérieure de la communication et des médias. ESCOM ex-IFTIC, c'était ce matin un déplacement pour s'enquérir des conditions de travail dans cette école. Précision, Sakina Sadougazibo et Nasser Seydou. La visite a débuté par une immersion dans les locaux de l'école, notamment les salles de cours, les studios, le laboratoire, l'amphithéâtre, etc. À chaque étape, une présentation a été faite pour illustrer les réalités pédagogiques de l'établissement. Nous avons visité pratiquement tous les services de la direction technique à la direction des études et de la formation et la direction des affaires administratives et financières, et plus les infrastructures. L'IFTIC est en chantier, comme vous l'avez remarqué. On a visité le bâtiment R+1 qui est en instance d'être réceptionné. On a visité l'amphithéâtre en réhabilitation. On a visité la salle informatique, plus d'autres salles avant de se retrouver en réunion de synthèse. Les échanges ont été vraiment fructueux. Nous avons trouvé en la personne du ministre de la Communication un responsable très attentif aux problèmes des structures sous tutelle. L'accent a été beaucoup mis sur l'application effective des statuts de l'ESCOM. Comme vous le savez, l'ESCOM a changé de statut en 2022 et est devenue une grande école. Mais bizarrement, les statuts qui devraient avoir une incidence financière ne sont pas appliqués jusqu'à présent, contrairement comme dans les autres écoles qui ont le même statut. Donc on a trouvé une oreille attentive. Le ministre a promis incessamment de nous recevoir pour approfondir la question et voir les solutions à y trouver. Après la visite guidée, le ministre a échangé avec les responsables administratifs de l'ESCOM. Prenant la parole à la fin de la rencontre, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Ali Haji Salatou, a fait la synthèse. Depuis le début, pour un meilleur capital humain sur lequel nous mettons énormément d'espoir. On espère que ça va continuer. Les discussions ne vont pas s'arrêter. On va se reprendre tout à l'heure avec le DG, le PCA et quelques directeurs pour mettre un mécanisme rapide pour voir comment résoudre le maximum de difficultés soulevées qui relèvent de nous. C'est que sûr, comme je l'ai dit aux autres structures attachées, ce n'est pas des doléances que vous soumettez au ministère. La tutelle a l'obligation d'accompagner les structures rattachées. C'est une obligation, c'est l'une des prérogatives des missions, attributions de la tutelle. Donc le ministère est entièrement disponible, tout le personnel pour vous accompagner sur tous les plans, n'hésitez pas. Cette visite rentre dans le cadre des séries de visites entreprises par le ministre depuis sa nomination dans les entités relevant de son département ministériel pour constater les conditions de travail des agents et échanger avec ces derniers. Merci Sakina. Récemment, des milliers de migrants issus de plusieurs pays africains ont été refoulés et abandonnés à la frontière nigérienne par les autorités algériennes. Une situation qui a conduit à la violation des droits de ces migrants, d'où la réaction des acteurs intervenant dans le domaine de la migration. Voyez tout cela dans ce reportage signé Nafisa Yahya et Ibrahim Abdou. Phénomène probablement aussi ancien que l'humanité, la migration humaine est tout mouvement de personnes quittant leur lieu de résidence habituel à la recherche du mieux-être. Pour les acteurs de la société civile actifs dans la défense et la promotion des droits des migrants, la migration est avant tout un droit de l'homme. Les migrants, c'est avant tout quelqu'un qui, face aux difficultés là où il vit, essaie de trouver des solutions ailleurs. C'est quelqu'un qui a le courage de ne pas céder à la fatalité. C'est quelqu'un qui va chercher des solutions ailleurs. C'est quand même
quelqu'un qui essaie aussi de jouer de droit. Parce que la libre circulation est consacrée par des textes sur lesquels nos États se sont engagés. Donc notre rôle, c'est de rappeler ces éléments-là. Normalement, ils sont connus, c'est des textes de loi. Mais on voit bien la pratique. Dans la pratique, une certaine façon de traiter du sujet de la migration à travers les médias peut parfois donner une mauvaise image des migrants. Donc pour nous, lorsque ces instruments sont connus, ça aide les médias dans leur façon de traiter le sujet de la migration. Ça les informe davantage sur les droits des migrants. Et plus les médias sont outillés sur les droits des migrants, plus dans leur façon de traiter, ils peuvent avoir un traitement qui soit respectueux des droits des migrants. En alternative, nous travaillons sur la défense et la promotion des droits des migrants. Pour nous, une des choses qui peut aider à faire circuler des informations plus sûres, plus saines, respectueuses des droits des migrants, c'est vraiment une connaissance par les acteurs des médias des droits des migrants. Un jeu pour nous, au nord comme au sud, que chacun puisse jouer son rôle dans l'environnement où il travaille, de façon à ce que les droits des migrants soient bien connus. Malheureusement, il y a beaucoup de violations des droits des migrants et pour nous, il est important que l'opinion comprenne que ces droits qui sont violés, c'est des droits humains qui sont violés, comme le droit à l'éducation, comme le droit à la santé. Lorsque ces droits sont violés, nous devons réagir. Jadis pratiqué par les hommes, le phénomène de migration touche de nos jours les femmes. Les choses changent, les choses bougent. Par exemple, au Niger, on parle souvent du cas de Kanché, où des femmes prennent le chemin de la migration. Quelquefois, les raisons peuvent être les mêmes raisons qui poussent les hommes à partir. Ça peut être des situations liées à la pauvreté, ça peut être des situations liées au contexte local, ça peut être cela. Et ça fait qu'aujourd'hui, dans la sous-région ouest-africaine, on voit des femmes, mais ce n'est pas propre à l'Afrique. À l'échelle internationale, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans une migration de travail, qui partent travailler au Golfe, qui partent tenter de travailler en Europe ou dans d'autres régions du monde. Donc je pense que les femmes aussi essaient de plus en plus d'aller sur le marché du travail. Et lorsque dans l'environnement national, elles n'ont pas cette solution, elles tentent d'aller trouver les solutions ailleurs. Donc ça fait que les femmes aussi sont dans la migration. Pour rappel, les principales causes de migration en Afrique sont d'ordre économique, politique et éducationnel, entre autres. Merci Nafissa Yahya. Intéressons-nous à présent au petit cola, un produit beaucoup consommé du fait de ses multiples vertus, notamment médicinales. Le petit cola est donc un produit d'une importance capitale pour l'organisme. Précision avec Abdrazak Bello, il est nutritionniste. Donc en termes de vertus, essentiellement, c'est lié à leur forte teneur, n'est-ce pas, en potassium et en magnésium, notamment les sels minéraux, à leur teneur plus ou moins élevée en vitamines, à la présence de substances énergisantes de la même famille que ce qu'on va retrouver notamment dans certains excitants. Et l'autre chose, la dernière chose, sont des éléments qui ont une forte teneur en eau. La consommation de cette cola-là, qui a des vertus de vasodilatation, ça va faire en sorte justement que le diamètre apparent des vaisseaux va être plus grand. Donc du coup, l'afflux du sang vers l'afflux du sang va être plus important. Donc naturellement, ça peut lui permettre de lutter contre les faiblesses sexuelles. Chez les personnes qui sont diabétiques et les personnes qui sont hypertendues, il n'y a pas en tant que tel de contre-indication. Parce que quand on prend, j'ai évoqué tout à l'heure, vous avez du potassium dans la cola. Et le potassium, ça a plutôt un effet bénéfique pour l'hypertendu. Parce que de plus en plus, dans les traitements des personnes qui souffrent d'hypertension, on conseille notamment, au lieu de prendre des sels avec sodium, on leur conseille de consommer du sel avec potassium. Et le potassium, on en a dans la cola. Et c'est une des vertus de la cola. Donc il n'y a pas de contre-indication en tant que peut-être pour les personnes hypertendues, pour les diabétiques. Donc au vu de sa composition. Il vaut mieux les éviter chez les enfants et les personnes qui ont vraiment des difficultés qui ont un mauvais sommeil. Les personnes qui ont un mauvais sommeil doivent absolument éviter de consommer ça tard dans le soir, notamment après 16 heures, parce que là de 16 heures, probablement ça peut perturber le sommeil. Mais sinon pour les autres catégories, donc il n'y a pas de contre-indication en tant que telle. Abdrazak Bello, le nutritionniste, sur les vertus des petits cola. Ça devient de plus en plus difficile et risqué même de circuler la nuit dans la ville de Niamey et pendant les voyages en cause
de nouveaux types d'éclairage des véhicules qui brouillent la vision au moment des croisements, des types de phares qui ne sont pas du tout conformes au dispositif du code de la route selon les acteurs du domaine. Reportage. Circuler la nuit sur les grands axes routiers du Niger et à Niamey, la capitale particulièrement, devient de plus en plus risqué pour tous les usagers du fait de l'usage de nouveaux types d'éclairage des engins motorisés, de nouveaux types de phares, communément appelés anti-brouillard. À l'avant d'un véhicule, on a deux feux de croisement qu'on appelle code et on a deux feux de route qu'on appelle phare. Donc les phares là, c'est ce qui... Bon, les feux de croisement, c'est ce qu'il faut utiliser pendant les croisements avec les autres véhicules pour ne pas éblouir, pour ne pas déranger ceux qui viennent dans le sens inverse. Donc ce qu'on appelle les feux de route, là, les phares qui donnent beaucoup de lumière, généralement c'est des feux qu'on utilise lorsqu'on voyage pour bien voir la route. Maintenant, à part les feux de route, là, les phares qui éclairent beaucoup, on constate que les gens augmentent ces anti-brouillards qui dérangent. En effet, on constate ces dernières années, les usagers, notamment les transporteurs et les particuliers, utilisent ces phares anti-brouillard très brillants qui brouillent la vision lors des croisements avec tous les risques d'accident que cela comporte. Quand vous ne descendez pas pendant les croisements avec revers, donc il y a risque de provoquer un accident. Parce que celui qui vous éclaire avec les phares, il ne voit pas le volume, donc il avance difficilement. Maintenant, quand vous augmentez les anti-brouillards, c'est encore trop compliqué, c'est encore vraiment beaucoup plus dangereux. Donc ce qui est sûr, les feux de brouillard, nulle part dans le code de la route, ce n'est pas autorisé, ce n'est pas conseillé. Mais on constate que les gens le font. Et même les gens le font et ils les utilisent même dans les villes, on voit ça. Même les feux de route, c'est pas conseillé d'utiliser dans la ville parce qu'il y a beaucoup de croisements. Donc c'est les feux de route là qu'il faut utiliser parce qu'il y a beaucoup de croisements avec les voitures. De nos jours, les phares de couleur jaunâtre qui étaient utilisés tendent à disparaître car dominés par les phares et les ampoules clairs brillants nouvelle génération. Les usagers ne cachent pas leur inquiétude face à ce danger auquel ils sont exposés au quotidien. Qui sont en train de circuler dans la nuit et que vraiment la personne a une vision pas du tout normale. Dès que tous les phares, donc ça va créer encore des problèmes. Il peut même commettre un accident grave. Vraiment ça, on peut dire que l'État peut prendre des solutions pour éradiquer ces genres de problèmes parce que vraiment c'est un problème dangereux pour la société. Moi personnellement, je pense que vraiment ce n'est pas une bonne chose du point de vue même de la santé visuelle. Donc on rencontre déjà des gens qui dans nos sociétés ont des problèmes de vision surtout la nuit. Et si il y a déjà des personnes qui s'adonnent à mettre des anti-brouillards pour augmenter des phares qu'il y a déjà. Donc je ne pense pas si ça va être une bonne chose au niveau des rencontres. Si tu rencontres une personne avec ce genre de phares, ça fait en sorte que la personne n'arrive pas à bien voir ce qui arrive. N'est-ce pas? Ce genre de choses-là peut provoquer des accidents à tout moment, surtout la nuit. Du côté des acteurs intervenant dans le secteur du transport, on appelle à plus de prudence, tout en demandant aux usagers d'utiliser les phares et ampoules conventionnels recommandés dans le code routier nigérien. Conscient des risques d'accident que l'utilisation de ces phares clairs et brillants pourrait engendrer, les acteurs du secteur du transport demandent aux autorités du secteur de prendre des dispositions pour réguler ce nouveau phénomène. Je pense que lorsque les agents de la circulation constatent ça dans la ville, ils sanctionnent. Mais ce qui est sûr, là où ça fait beaucoup plus mal, c'est dans le voyage. Quand vous faites des croisements avec ce genre de véhicules, ils ne descendent pas ces feux, vraiment ils les gardent. Et vraiment ça provoque d'accidents. Maintenant, quand un conducteur avance avec sa voiture sans qu'il voit devant lui, ce qui est sûr, il va avoir un accident. Vraiment, c'est une sensibilisation qu'il faut faire au niveau des conducteurs de la route. Vraiment, on doit les sensibiliser vraiment pour arrêter cette pratique. Face à la montée en flèche de l'utilisation de nouveaux systèmes d'éclairage des véhicules et autres engins motorisés avec des phares anti-brouillard, des mesures urgentes s'imposent pour éviter des conséquences fâcheuses. Les autorités compétentes sont interpellées pour agir vite afin d'aider à sauver des vies et à limiter les dégâts. Veuillez nous excuser, comme vous l'avez constaté, ce journal a été interrompu à la suite d'une coupure
d'électricité. Je le disais, parlons de la transformation des cuirs, notamment avec la confection des chaussures en cuir de grande qualité. Deux œuvres des talentueux artisans nigériens, ces chaussures en cuir made in Niger font face malheureusement à une concurrence. Reportage Ismaël Moumouni et Abokar Soleil. Toutes sortes et de tous modèles. Ces chaussures en cuir sont fabriquées sur place au Niger par les talentueux artisans. Aussitôt confectionnés, les revendeurs s'en procurent pour les mettre sur les marchés. Je fais une chaussure en cuir pour vendre avec les gens. Le travail de la main là, c'est pas compter combien tu vas trouver. S'il y a beaucoup de clients là, vraiment tu vas gagner beaucoup. Tu vas gagner beaucoup. Mais aujourd'hui, comme il n'y a pas de clients, peut-être 100 000, 200 comme ça, 150, tout tu vas gagner par mois. Oui, mais il y a les jours que s'il y a beaucoup de clients, même 500 000 tu vas gagner par mois. Il y a des bénéfices aussi. On a des pour cuir, on a des ceux qui n'ont pas cuir. Bon, on a fait un peu de temps, mais on n'a pas duré ici. Actuellement, c'est plus bon qu'avant. Je peux gagner 25 000, 30 000 comme ça parfois. Et parfois, tu sais, les commerces, parfois, je ne peux même pas gagner. Ces chaussures en cuir font la fierté du Niger et des Nigériens car elles sont exportées au-delà des frontières. Les chaussures en cuir là, d'abord c'est l'artisanat africain, c'est des gens qui fabriquent localement. Et pour moi, en fait, c'est une façon d'encourager les personnes qui fabriquent ce genre de chaussures-là. Et surtout, il y a le côté original également qui me fait plaisir. Et c'est pour ça que je choisis de venir en fait prendre les chaussures ici, en tout cas les produits locaux ici. Pour les prix, je peux dire, dans la réalité, je trouve que c'est abordable parce que quand on regarde un peu la façon dont les gens mettent en tout cas les moyens pour pouvoir réaliser ça, on dit, par exemple, on parle de propriété intellectuelle. Voilà, ça veut dire en fait c'est des gens qui ont réfléchi, qui ont produit quelque chose et je trouve que le prix il est abordable. Voilà, peut-être même que ça peut être plus, mais comme c'est une histoire de moyens, c'est pour ça que voilà, on négocie souvent au rabais, mais on sait que c'est vraiment des gens qui ont vraiment travaillé, qui ont imaginé des choses pour sortir ces produits-là. C'est sûr, synthétique en cuir, ça permet de se protéger au moins. Au moins s'il y a des objets qui peuvent on peut porter ça pour ne pas être blessé quoi. Et aussi ça dépend aussi de l'habillement. Ça protège, mais c'est en fonction de l'habillement on choisit les chaussures aussi. Mais je porte les deux. Bon, les prix en cuir c'est souvent un peu cher. Et les chaussures synthétiques, bon, c'est pas trop cher quand même. Malgré la concurrence sur le marché, aussi inondée par les chaussures en matière synthétisée, importées, les chaussures en cuir fabriquées par les Nigériens gardent leur place au sein de la communauté nigérienne. Merci Ismaël Moumouni et du courage à ces talentueux artisans. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Bonsoir.